Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est une édition spéciale de Sens Public que je vous propose ce soir après la décision historique du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, une première en France depuis 27 ans. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Comment et surtout pourquoi Emmanuel Macron a-t-il pris une telle décision? Comment va se dérouler cette campagne législative express? Des alliances vont-elles se nouer rapidement à gauche, mais aussi à l'extrême droite? On répondra à ces questions dans un premier débat d'experts. Et alors que, je vous le disais, des réunions stratégiques se déroulent dans tous les états-majors en cette fin de lundi après-midi. Et puis c'est un débat 100% politique que je vous propose ensuite. Un député, deux sénateurs, une sénatrice représentant le Rassemblement national, Renaissance, le Parti socialiste et les Républicains. Ils auront 45 minutes pour confronter leurs idées parce que les 30 juin et 7 juillet prochains, nous serons près de 50 millions de Français appelés aux urnes. La campagne ne dure que 3 semaines et elle débute donc dès ce soir sur Public Sénat. Et pour ouvrir cette édition spéciale, on revient sur l'annonce du président de la République. Coup de poker, coup de tonnerre, qui tout double. Ce sont les législatives 2024 qui commencent. Sandra Cerquera. Coup de poker, pari risqué. L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale a pris tout le monde à contre-pied, y compris au sein de la majorité. Je pense qu'il y avait un autre chemin qui était le chemin d'une coalition, d'un pacte de gouvernement. Le président de la République a estimé en conscience que ce chemin n'existait pas. Il a pris ses responsabilités et je prends acte de cette décision, évidemment. Avec cette dissolution, Emmanuel Macron tenterait de se remettre au centre du jeu, de tendre un piège au RN, qui va avoir du mal à trouver des candidats de qualité dans 577 circonscriptions. À partir du moment où nous avions réclamé cette dissolution, nous avons préparé celle-ci, que ce soit les candidats, que ce soit la plateforme, la stratégie, le matériel de campagne. Oui, nous sommes prêts et à la fin de la semaine, nous aurons aligné nos 577 candidats. À gauche, Raphaël Glucksmann se dit estomaqué par la décision du chef de l'État, qui a selon lui cédé aux exigences de Jordan Bardella, déjà candidat à Matignon. Aujourd'hui, dans cette dynamique d'extrême droite, prendre ce risque, c'est prendre le risque d'une Assemblée nationale qui sera dirigée par une majorité absolue du RN. Moi, je ne m'y résoudrai jamais, comme je ne me résoudrai jamais à résumer la politique à ce type de coup de poker. Pour Éric Ciotti, patron des LR, la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale était la seule solution après le résultat des européennes. C'était un vote d'opposition au président de la République et c'était un vote de dénonciation d'un bilan qui nous aura amené le déclassement, le déclin. Après la stupeur, une nouvelle bataille. Le dépôt des candidatures aux législatives doit avoir lieu au plus tard dimanche pour une campagne très courte de 3 semaines seulement. Emmanuel Macron à qui tout double, c'est le thème, le titre de notre premier débat avec Marc Lazare. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur émérite à Sciences Po et co-auteur de l'étude Union européenne, portée et limites des nationaux populistes pour l'Institut Montaigne. Laurence Denervaux, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice du cercle de réflexion Destin commun. Paul Cassia, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à vous aussi, professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Mathieu Croissano. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Éditorialiste politique, bienvenue à vous. Marc Lazare, je commence avec vous. Comment analyser la décision d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'était la bonne leçon à tirer du vote d'hier? En tout cas, c'est sa leçon. Oui. Et je pense que, vous l'avez dit, c'est un événement historique. On avait déjà connu dans le passé des listes pour les élections européennes qui émanaient d'un gouvernement qui avait obtenu un mauvais résultat. Celui-ci, c'est le pire, justement, dans cette configuration-là. Et les présidents de la République n'avaient pas dissous l'Assemblée nationale. Deuxième chose, il le fait à 21h. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas les résultats définitifs. C'est une surprise, effectivement, totale. Coup de poker, sans doute, je crois que c'est, de son point de vue, assez subtilement joué, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il met en grande difficulté les Républicains, qui vont faire des choix, déjà pour la campagne électorale, et ensuite, si jamais le Rassemblement national obtient une majorité relative ou absolue, on en parlera. Bien sûr. Obligation de clarification, notamment pour LR. Pas seulement, mais notamment pour LR. Et puis pour la gauche. Ouais. Et puis pour la gauche, évidemment. Et on voit bien, d'ailleurs, on a vu au cours de cette soirée le désarroi de Glucksmann, qui est passé par 2 états d'âme. Le premier à 20h,
quasiment célébrant ce qu'il considérait comme une grande victoire pour lui. Effectivement, il a un bon score, relativement bon score par rapport à celui qu'il avait eu en 2019, par rapport à celui d'Anne Hidalgo quand même, aux dernières présidentielles. Et une heure plus tard, effectivement, le coup à l'estomac, et on le voit désemparé, parce qu'évidemment, quel est le problème ? Qu'est-ce que va faire le Parti socialiste? Voilà, de nouveau s'allier à LFI. Je rappelle qu'au dernier congrès du PS, c'était 50-50. 50 en faveur de la NUPES et 50 hostiles. Et puis depuis, il y a eu le 7 octobre. Depuis, il y a eu Gaza. Depuis, il y a eu toute la campagne européenne. On y reviendra là aussi. Ces deux partis, les Républicains et le PS, sont de nouveau, mais c'est le leitmotiv de la Macronie. Et puis, troisième chose, et je termine, c'est la tentative de reformer quelque chose qui ressemblerait à ce qui s'était passé en 2017. Alors, c'est plus ni gauche ni droite ou gauche et droite, c'est la République contre le danger du Rassemblement national. C'est un pari extraordinairement risqué quand on connaît le degré d'impopularité, de rejet du président de la République. Et quand on voit effectivement les scores du Rassemblement national, on verra la carte tout à l'heure, assez impressionnant un peu partout en France. Est-ce que c'est un cadeau fait au Rassemblement national, Laurence Zenervo ? Écoutez, c'est difficile encore de le dire à cet instant, mais je pense que pour revenir sur les deux chocs de cette soirée d'hier, le premier qui est passé tellement vite qu'on l'a presque passé sous silence, c'est tout de même ce score du Rassemblement national qui était qu'à moitié un choc puisqu'on s'y attendait, il était annoncé, mais tout de même, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est en France, la France est le seul pays d'Europe en fait où l'écart avec un parti de gouvernement est aussi important, aussi fort. Et puis, donc, ce second choc de la dissolution, je pense que tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas été surpris sont des menteurs. Hein. Alors, est-ce que c'est un cadeau fait au Rassemblement national ? Une partie des interprétations qui sont avancées aujourd'hui avance l'idée selon laquelle ce serait un coup d'Emmanuel Macron pour tenter de miser sur un gouvernement Rassemblement national pour, en quelque sorte, cramer, griller le Rassemblement national dans la perspective de 2027. La présidentielle suivante. Voilà, ça me semble particulièrement hasardeux et ça ne me semble pas très réaliste d'imaginer qu'Emmanuel Macron souhaite cohabiter, ne serait-ce qu'un seul jour, avec le Rassemblement national. L'autre interprétation qui est avancée, il me semble aujourd'hui, c'est l'idée de prendre de court, en fait, les oppositions et de semer la confusion, de parier sur le fait que à la fois la gauche mais aussi le Rassemblement national n'aurait pas le temps de constituer, en fait, d'aligner les fameux 567 candidats. Là, voilà. Et surtout une semaine à peine pour nommer leurs candidats, puisqu'ils doivent être nommés dimanche. Dimanche 18h, Cela me semble aussi extrêmement risqué comme calcul, d'autant que dans votre reportage on disait nommer des candidats de qualité. On sait qu'en réalité aujourd'hui le RN peut mettre un petit peu n'importe qui face aux électeurs. Finalement, il y a une espèce de vague et d'élan qui joue en leur faveur dans une grande mesure. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que ce qui s'est joué hier soir dans ce glissement incroyablement rapide, il s'agissait quand même d'une élection européenne et en quelques minutes, là, on a eu devant nous le paroxysme en fait, de la nationalisation de ces élections, ce qui était au départ quand même ce que le camp de la majorité présidentielle voulait éviter. Hein. Ils voulaient parler d'Europe et aujourd'hui, c'est par eux-mêmes qu'on en vient à complètement nationaliser ces élections, ce qui est quand même assez paradoxal. Oui, Paul Cassia, on va le rappeler, dans l'article 12 de la Constitution, le président de la République l'a expliqué hier, mais effectivement, après une élection, alors il redonne la parole au peuple, très bien, mais après une élection européenne, c'est totalement inédit. C'est inédit, vous l'avez dit tout à l'heure, Thomas, il n'y a eu que 5 dissolutions depuis 1958, la dernière datait de 1997, et elle s'est très très mal terminée pour son auteur. Pour Jacques Chirac, oui. Absolument, qui a subi 5 années de dissolution. Je crois que les Français, je parle sous votre contrôle, n'en gardent pas un très mauvais souvenir. On verra ce qu'il en est dans quelques semaines. Donc il y a quelque chose d'assez exceptionnel déjà dans ce geste présidentiel qui relève de ses prérogatives. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est le délai qui nous est laissé pour voter. Nous allons avoir 21 jours. 21 jours, c'est très peu. Le président devait laisser entre 20 et 40 jours. Il choisit l'option basse, donc l'étiage bas. Oui, donc il met ses oppositions sous pression, c'est ce que disait Laurence Zenervo. Absolument. En 1997, la dissolution avait été prononcée le 21 avril et on avait voté le 25 mai. Donc il y avait un peu plus de délai pour pouvoir à la fois choisir des candidats et des candidates et se faire une opinion pour le peuple français. Donc il y a une très forte pression qui résulte de ce geste présidentiel. On peut dire un mot de la prise de décision, Mathieu, quand même, qui est assez révélatrice de la... elle est à l'image d'Emmanuel Macron, parce que ce qu'on raconte aujourd'hui, alors il faut toujours se méfier des rationalisations a posteriori et des récits qu'on fait des coups fumants, mais c'est que seuls quelques conseillers du président de la République étaient dans la confidence.
des conseillers en communication, son conseiller mémoire, et puis peut-être quelques pièces rapportées. On parle d'un ancien sénateur, Pierre Charon, pour ne pas le nommer. Et donc que tout aurait été ourdi comme ça à 4 ou 5 autour du président, mais que tout le reste de l'attelage majoritaire l'a découvert hier à 19h. Et c'est pas rien. On peut faire la liste. D'abord, le président ne préside pas tout seul. Il a des partis qui sont alliés aux siens, on le rappelle, Horizon, Modem. On peut considérer que c'est des supplétifs ou des petits partis. Non, ce sont des partis qui existent. Le Horizon est plus récent, mais le Modem a une histoire. Enfin, voilà, ce sont des partis qui composent la majorité. Hop, ils ont découvert ça hier. Par ailleurs, il gouverne avec des hommes et des femmes qui parfois l'accompagnent depuis 7 ans. Donc des gens qui ont fait partie de son équipe, je pense à Bruno Le Maire au ministère de l'économie, mais alors Gérald Darmanin visiblement était au courant, mais Gabriel Attal, le Premier ministre, prenons autre chose, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée. Est-ce normal que tout ce monde-là découvre ça à 19h? Alors, on peut dire qu'il faut bien qu'à un moment... Elle a été prévenue, mais elle n'a pas du tout participé à la prise de décision. On peut dire c'est normal, c'est une décision qui relève du président et c'est à lui de décider. Mais enfin, à partir du moment où je choisis de consulter, je dis que c'est une curieuse façon d'animer sa majorité et de faire participer à un collectif que de décider tout seul avec une poignée de conseillers et de mettre toute sa majorité devant le fait accompli. Oui, votre avis là-dessus, peut-être Laurence Denayro pour commencer et ensuite Marc Lazare. Sur cette prise de décision, oui. Effectivement, ce qu'on a vu, révélateur de la conception du pouvoir d'Emmanuel Macron. Oui, en tout cas, il semble que les personnes qui ont été un petit peu mises devant le fait accompli à la dernière minute, 1 heure avant l'annonce ou 2 heures, aient tenté de proposer des options alternatives. Yael Braun-Pivet a plutôt plaidé l'idée d'une alliance, enfin d'une coalition. Essayer de monter une coalition. Gabriel Attal lui-même a mis sa démission sur la table. A dit je peux être le fusible, semble-t-il. Voilà. Ça n'a pas suffi. La décision du président de la République était prise. Ouais. Marc Lazare, est-ce que d'une certaine façon il se dit, Emmanuel Macron, de toute façon, cette Assemblée nationale aurait été encore plus ingouvernable, elle l'est déjà, mais avec une majorité affaiblie par un score inférieur à 15% aux européennes, donc il fallait reprendre la main, quoi. C'est aussi cette gestion du calendrier. Alors, je ne suis pas dans sa tête, comme vous savez. Mais on essaye de comprendre. Bien sûr, on essaye de rationaliser depuis, comme le disait Mathieu Croissando, on essaye de rationaliser ce qui nous a tous surpris quand même. Je crois qu'il a surpris tous les Français. Oui, je pense qu'il y a le côté Emmanuel Macron, c'est-à-dire la presse a rapporté que je dois m'occuper de tout, ça ne va pas du tout dans cette campagne, donc effectivement, c'est le rôle, semble-t-il, qu'il s'est donné. Je pense quand même qu'il y a un calcul politique, c'est-à-dire qu'il a interprété ce résultat, non seulement avec une dimension nationale, mais aussi un vote sur lui. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'apparemment on dit qu'il veut conduire aussi cette campagne électorale, en tout cas qu'il veut intervenir beaucoup. C'est-à-dire qu'il joue vraiment la carte autour de sa personnalité. Ouais. Il pense être capable de renverser le rapport de force qui existe dans les urnes, effectivement, à l'issue de ces élections européennes. Donc c'est un pari extraordinaire, mais on sait que c'est un homme qui aime bien relever ce type de défi. Après, est-ce qu'il n'y a pas un calcul politique derrière tout ça ? C'est-à-dire, effectivement, d'avoir une majorité ingouvernable, de se retrouver au lendemain du 7 juillet devant cette majorité-là, de prendre à partie les Français, de leur dire, écoutez, je vous ai donné la parole, mais puisque c'est comme ça, je démissionne. Et là s'ouvre un débat constitutionnel important. Le droit. Pardon ? A-t-il le droit de se représenter ? Exactement. Et il y a 2 interprétations. Le mandat n'a pas été fini, donc il peut. Le mandat a comme été... Mais très intéressant. Mais si, mais c'est une hypothèse absolument fondamentale. Je me prépare à donner la parole, évidemment. Réfléchissons un peu. Et il dit, c'est moi qui suis candidat. Il règle le problème de toute la succession de la Macronie. Les couteaux se remettre, je ne sais plus comment on dit. Dans les fourreaux. J'ai un moment de fatigue. Voilà. Et donc, il se présente comme la seule alternative de nouveau au Rassemblement national, en espérant gagner, donc faire subir la défaite suprême, encore une fois, à Marine Le Pen, et n'avoir plus que 8 mois de cohabitation, puisqu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée avant le mois de juin 2025. Est-ce qu'il n'y a pas ce calcul machiavélique, comme on dit en France, qui n'est pas du tout l'interprétation de Machiavel en Italie, mais peu importe ici, machiavélique du président Macron. Paul Cassia, vous aviez peut-être imaginé vous aussi cette hypothèse. Il va y avoir, si ça arrive, un débat de constitutionnalistes qui n'en finira pas. Non, je ne l'avais pas imaginé. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas président de la République. Il y a 2 certitudes.
La première, c'est que l'Assemblée qui va être élue le 7 juillet le sera jusqu'au 7 juillet 2025. Ça, on ne peut rien y faire. La seconde certitude, c'est que le président de la République est élu jusqu'en 2027. Voilà. Ça, ce sont les deux seules certitudes. Après, on ne sait pas. Effectivement, le président de la République peut démissionner. Peut-il se représenter pour un éventuel troisième mandat, alors que la Constitution dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs? Il y a la matière à interprétation. On verra bien. Les hypothèses sont tout à fait ouvertes. Et le Conseil constitutionnel sera appelé à trancher. Conseil constitutionnel qui est lui-même composé de personnes qui sont proches du président de la République. C'est normal puisqu'il nomme une partie des membres du Conseil. Donc nous avons ces deux certitudes et tout un tas d'incertitudes qui font les charmes de la vie politique, mais aussi ses risques. Alors, on va regarder deux éléments. Je vous propose d'abord cette carte de France. Carte de France teintée de brun. Ce sont nos confrères du Monde qui ont choisi cette couleur pour identifier le Rassemblement national, le RN qui arrive en tête dans presque toutes les communes de France. Hein. Chaque point de couleur est une commune. Est-ce qu'il y a, une petite question rapide, Marc Lazare, il y a un équivalent européen, Marc Lazare, après ces européennes, là, un pays où le parti national populiste ou extrême arrive à ce point en tête? L'Italie, c'est pas mal, hein, 29%, mais il y a un parti d'opposition à 24%, qui est le Parti démocrate. Mais c'est un peu plus équilibré, on va dire ça comme ça. Une grosse progression. Alors, j'ai pas eu les cartes encore de l'Italie. Mais alors l'autre, le Fidesz aussi, excusez-moi, en Hongrie. Hein. D'accord, donc Italie-Hongrie avec un poids très, très, très important, on va dire, du parti d'extrême droite ou nationaliste populiste. Autre élément, et alors qui nous est parvenu à l'instant, cette fin de lundi après-midi, c'est un premier sondage. Alors, on n'a pas fini de réfléchir et de discuter autour des sondages qui nous projettent vers ces élections législatives 30 juin, 7 juillet. Harris Interactive qui donne un Rassemblement national en tête avec 34% des voix. Et alors ce qui est intéressant évidemment, c'est la projection en sièges. On serait entre 235 et 265 sièges. On rappelle que c'est 289 la majorité absolue. Laurence de Nervaux, on va commenter des sondages pendant les semaines qui viennent. Est-ce qu'il y a une prime aux députés sortants, parfois ? Alors, il y en aura une, c'est certain, dans le sens où les tentatives d'alliance, de coalition qui sont en train de se discuter, de se jouer à l'heure où nous parlons, souvent partent de l'hypothèse de la reconduction des députés sortants. Et pour l'ex-NUPES, évidemment, c'est assez conséquent. C'est plus de 100 députés qui sont concernés. Ce sera sans doute le cas aussi dans la majorité présidentielle. Donc, bien sûr, il y a cette prime. Après, tout ne se joue pas là-dessus, mais c'est plutôt sur les autres circonscriptions que le jeu va se faire. Mais pour en venir, du coup, au combat qui commence aujourd'hui et les jeux qui sont en train de se dessiner, je pense qu'il y a surtout une heure de vérité pour la gauche ce soir. Et des discussions qui sont en cours en ce moment, on le sait. J'ai trouvé qu'il y a une formule de Sandrine Rousseau hier qui a été tout à fait intéressante et juste. Elle a dit « le peuple de gauche se cherche » et elle est revenue sur, si vous voulez, l'historique des derniers scrutins. 2019, c'était Yannick Jadot, en fait, qui avait emporté la mise, donc les écologistes. 2022, c'était évidemment Jean-Luc Mélenchon et LFI. Et là, 2024, au contraire, le PS. Donc, à chaque fois, en fait, c'est un nouveau parti qui prend la tête, qui prend le lead de la gauche, ce qui laisse les électeurs dans une sorte de désarroi, de perplexité. Alors qu'à l'extrême droite, c'est toujours le même parti qui, scrutin après scrutin, engrange des scores. On va ouvrir... Pardon de vous interrompre, je voulais vous laisser terminer, mais on va ouvrir un chapitre gauche dans un court instant, mais peut-être quand même sur l'hypothèse Rassemblement national avec une majorité relative. Je rappelle, ce n'est qu'un sondage, il reste 3 semaines, il va se passer beaucoup de choses. Bref, les prudences, vous savez qu'on est régulièrement prudent quand on parle de sondage dans cette émission, mais ça serait une projection entre 235 et 265 sièges. Paul Cassia, il y a quoi, 577 circonscriptions. Le découpage électoral, est-ce qu'il est favorable, défavorable à un parti comme le Rassemblement national ? Alors, c'est une élection qui se fait à 2 tours, sauf si au premier tour, un candidat à la majorité absolue, une candidate à la majorité absolue. On a eu des surprises, je parle sous le contrôle de Mathieu bien évidemment. En 2022, on a vu une poussée du Rassemblement national que personne n'attendait. Et donc l'élection à 2 tours ne s'est pas montrée défavorable au Rassemblement national. Par ailleurs, le barrage républicain, le front républicain, je crois c'est autodissous ou a disparu. Donc il n'y a plus cet enjeu pour l'élection à venir. Par conséquent,
il paraît très probable, au vu des scores d'hier, qu'effectivement, il y ait une forte présence du Rassemblement national et de ses alliés à l'Assemblée nationale, ce qui ouvrirait la voie à une cohabitation d'un type nouveau. Oui. Avec aussi, on entend beaucoup Mathieu, le RN aura peut-être du mal à trouver 577 candidats fiables. Ça c'est une fiction, d'abord parce qu'ils se sont préparés quand même à cette éventualité, comme la plupart des partis quand même ont regardé. Ça fait que la dissolution elle est dans les tuyaux quand même depuis cette idée-là, elle traîne quand même depuis quelques mois. Il y a quelque chose qui a changé dans le Rassemblement national, et Paul Castia en disait un mot, c'est qu'auparavant, traditionnellement, le Rassemblement national pouvait l'espérer l'emporter quand il y était dans une situation triangulaire ou de quadrangulaire, c'est-à-dire confronté au deuxième tour à 2 ou 3 autres candidats, parce que là, ça lui permettait éventuellement d'une courte tête de l'emporter. 2022, ça a montré que non, il n'y a plus besoin de triangulaire ou de quadrangulaire pour gagner. Par ailleurs, là, quelque chose a changé profondément dans la sociologie électorale du Rassemblement national. Il y a une homogénéisation. C'est la carte qu'on voyait tout à l'heure. Il faut le dire. Territorialement, et vous avez très bien fait de montrer la carte, quand on regarde, et notamment vous prenez une région comme la Bretagne, qui c'était un plafond de verre sur lequel se cassait toujours le Rassemblement national, c'est plus le cas aujourd'hui. Le Rassemblement national est en tête dans des départements bretons. Sociologiquement, par catégorie de population, on savait que les retraités, on savait que les cadres, on savait que les urbains étaient traditionnellement rétifs au vote Rassemblement national, c'est terminé. Donc quand vous avez cette homogénéisation du vote, et quand vous avez d'une certaine façon un effet de souffle dont on mesurera la portée le 7 juillet. On va tous faire les pronostics, peut-être qu'on se plantera, mais il y a manifestement quand même un effet de souffle. C'est-à-dire que le Rassemblement national arrive tellement en tête des européennes que le président de la République choisit de dissoudre et de répondre du coup favorablement à une demande du dit Rassemblement national. S'il n'y a pas un effet de souffle après ça, c'est un boulevard d'une certaine façon. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont l'emporter, bien sûr que non. Et puis une législative, ça dépend aussi des personnalités qui s'affrontent. Il y en a qui, même si elles ne sont pas dans le vent dominant, ont une implantation locale qui est telle qu'elles peuvent très bien résister. Mais ils sont en tout cas portés par un vent qui leur est favorable. Ouais, c'est pour ça que je repose la question, député, on dit souvent, c'est peut-être plus vrai pour un maire d'ailleurs, qui un maire sortant va bénéficier de son bilan, etc. Peut-être que les députés sont moins identifiés par leurs concitoyens, mais il peut y avoir quand même une prime au sortant qui gomme un peu de cet élan RN. Mais comme vous l'avez dit, il y a 577 élections, donc il faudra prendre cas par cas. Et puis surtout, les nouveaux élus de 2022, ils ont eu que 2 années d'exercice. Et donc tout le travail que fait les parlementaires sur le territoire, se faire connaître, y compris de nouveaux électeurs, de montrer leurs soucis du quotidien, d'essayer de relayer les questions et les demandes de leurs électeurs. Aujourd'hui, c'est très faible, il y a une très faible expérience. Donc moi, je crois, je suis d'accord avec Mathieu Croissando, c'est frappant quand il y a une enquête Ipsos qui a été publiée juste après les élections sur les électeurs. Le processus de sociologie, d'uniformisation sociologique est impressionnant. On vient de le dire, mais il y a quelques catégories qui échappent. Les retraités, des CSP+. Les personnes qui se situent dans les revenus les plus hauts, c'est les deuxièmes. Et alors là, le discriminant, c'est la question du niveau d'instruction. Là, c'est très très frappant. Il reste là une difficulté pour le Rassemblement national à convaincre les bacs +3. C'est vraiment les 3 seules catégories qui échappent Alors là, on peut parler de vague. Autant il n'y a pas eu de vague, contrairement à ce qu'on attendait au niveau européen des nationaux populistes. Il y a une percée, pas une vague. C'est pas la même chose. Autant là, pour ces élections européennes, et c'est une vague qui était préparée. On voyait monter, et cette vague est en train de déferler. On ne voit pas comment elle peut s'arrêter. Allez, on parle de la gauche comme promis avec cette question. La gauche unie, de nouveau unie, peut-elle éventuellement gagner? François Ruffin, député LFI de la Somme, veut y croire justement à condition de réussir l'union. On l'écoute. On vient pour dire qu'on peut gagner et qu'on peut faire gagner les gens. Je crois que des mesures communes, on en a déjà un paquet ensemble. Si on dit que sur le terrain de la fiscalité, taxation des dividendes, que les petits payent petits, que les gros payent gros, ça, c'est commun à la gauche et c'est de l'ordre dans le pays de l'évidence. Si on dit indexation des salaires sur l'inflation, c'est de l'ordre de l'évidence. Si on dit référendum d'initiative citoyenne comme mesure démocratique, c'est de l'ordre de l'évidence. Si on dit fin des contrôles d'identité sans qu'il y ait de délit constaté côté policier, c'est de l'ordre de l'évidence. Si on dit reconnaissance de la Palestine comme État, sur le plan diplomatique, c'est de l'ordre de l'évidence. Donc il y a un certain nombre aujourd'hui d'évidences qui sont partagées à gauche. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on veut se rassembler? Est-ce qu'on veut gagner ensemble? Ou est-ce qu'on veut perdre?
Alors, Laurence de Nervaux, mettre en avant ces points communs, ces points de convergence, ça va être ça tout l'enjeu. C'est en train de se discuter en cette fin d'après-midi, mais enfin, on a une mémoire qui est quand même pas totalement courte. On sait de quel semestre on sort dans les relations plus courageuses entre LFI et ses alliés. Bien sûr, dans cette heure de vérité pour la gauche, en fait, je pense qu'elle fait face à 2 défis. Le premier défi, c'est pas de leader évident, pour les raisons que vous venez de décrire, et avec des tensions qui sont épidermiques et qui se sont cristallisées ces derniers mois autour de Gaza notamment et de la guerre au Proche-Orient. Et donc là-dessus, François Ruffin apparaît comme une option intéressante dans le sens où il est plus consensuel avec la gauche modérée que ne l'est évidemment Jean-Luc Mélenchon. Ce matin, sur le plateau d'Inter, justement, en face de lui, c'est l'extrait que vous montriez, il y avait Olivier Faure qui a acquiescé à littéralement tout ce qu'il a dit, ouvrant une sorte de voie, et Ruffin a été le plus lyrique du Ruffin qu'on n'a jamais entendu. Il a cité Aragon, je reprends ses vers d'ailleurs très beaux: quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Voilà, c'est dans La Rose et le Réséda, 1943, un moment où c'était l'appel à l'union de la résistance au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Donc Ruffin, est-ce que c'est une option qui est crédible? Ce qui est certain, c'est que les négociations qui sont en train de se jouer en ce moment, en fait, vont peut-être se faire en 2 temps. Peut-être que dans un premier temps, ça va être le PS et les Verts et le PCF qui sont plus susceptibles de s'entendre. Et puis ensuite, ils seront ensemble ils auront plus de poids pour faire pression sur LFI, voilà. Oui. Mais en tout cas, et puis le deuxième défi pour la gauche, je pense, c'est le fait qu'il n'y a pas de dynamique électorale pour la gauche, en fait, dans le sens où aujourd'hui ils sont en cumulé aux alentours de 32%. En fait, c'est l'équivalent du score qu'ils avaient en 2019, voilà. Donc c'est la grosse différence en fait aussi avec ce qui se passe du côté de la droite et de l'extrême droite. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit poindre aussi, Paul Cassia, c'est qu'on va élire un Premier ministre, en quelque sorte. Vous voyez, la personnification, enfin c'est ce que Jean-Luc Mélenchon avait fait au soir du second tour de la présidentielle, ses affiches Élisez-moi Premier ministre. C'est ce qui va se passer là dans les 20 jours qui viennent. Alors, c'est pas très nouveau. Je parle là aussi sous l'autorité de Mathieu, je crois que c'était le cas en 2017. Oui. Les candidats du parti du président de la République avaient le président de la République sur l'affiche. Ici, mais là, c'est le président de la République. Là il s'agit de choisir le Premier ministre. On se réclame toujours la majorité présidentielle. De dire voter Jordan Bardella Premier ministre. François Ruffin, si la gauche se met d'accord autour de... Vous voyez ce que je veux dire? 2017, Mélenchon l'avait déjà fait. Hein. Oui, trop. Il y avait déjà eu un précédent, effectivement. Mais il était candidat. Bien sûr. Alors que là, dans 2022, Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat, mais il invite les Français à aller élire Premier ministre. Et là, Jordan Bardella ne sera pas candidat vraisemblablement aux législatives. C'est juste. Mais il nous invite à aller élire Premier ministre. Donc... pardon, pour poursuivre sur cette dynamique-là que François Ruffin essaie d'impulser, tout de même, il a aussi fait un appel très fort ce matin à la société civile et aux syndicats, qui a été suivi des faits, dans le sens où, dans la foulée, la CFDT a repris... la CGT a repris son terme de Front populaire, qu'il avait lui-même lancé dès hier soir. Et on sent là, il y a une dynamique d'union aussi du côté des syndicats. Il y a juste un petit problème, c'est qu'à gauche, c'est pas l'union qui fait la force, c'est la force qui fait l'union. Et là, on ne sait pas qui est fort. En 2022, on le savait, c'était Jean-Luc Mélenchon, et tout le monde était obligé de reconnaître qui était fort. Et ensuite, on parle d'investiture. Investiture, en 2022, de mémoire, LFI a 326 circonscriptions, le Parti socialiste en a 69. Est-ce que vous croyez qu'ils vont demander un rééquilibrage? Et si on demande un rééquilibrage, ça va coûter des places aux autres. Bien sûr, les écologistes avaient eu 100 circonscriptions à l'époque. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, il n'y aura pas de plateforme pour une dernière chose, parce que vous avez été très pudique, mais ce à quoi on a assisté depuis 6 mois, c'est-à-dire Fabien Roussel, traité de Jacques Doriot par la France Insoumise, Jérôme Guedj, le socialiste, à qui Jean-Luc Mélenchon reprochait d'être attaché par sa laisse au piquet de ses origines. Enfin, je veux dire, on était vraiment sur un niveau de haine. Glucksmann, traité d'homme de droite, de marionnette de François Hollande. Enfin bref, il y a eu, et de l'autre côté, la figure de Jean-Luc Mélenchon qui est honni, qui est coupable aux yeux des socialistes et des écologistes comme l'auteur de tous les mots. Ça va être très compliqué à recoudre. Paul Cassia, ensuite Laurence. Juste un mot, le temps de négociation, c'est pas 3 semaines, c'est 6 jours, puisque c'est dimanche. Mais oui, je sais bien. Je disais temps très court, puisqu'on vote dans 3 semaines. Je me suis mal fait comprendre. Alors c'est très bien que vous soyez plus précis. Tout doit être acté pour dimanche. Et effectivement, les circonscriptions doivent être réparties entre les forces politiques pour dimanche. Je pense que de ce point de vue-là, c'est peut-être pas très réaliste d'imaginer une grande plateforme commune, une plateforme programmatique très détaillée. En revanche, des pactes de non-agression un peu plus pragmatiques, c'est, je pense, vers ça qui vont
qui vont Oui, chercher mais LFI a publié un communiqué dans lequel il donne les éléments du programme et qui est le programme LFI, immédiatement. Donc, bon, bien sûr, c'est le début de la négociation, bien sûr, c'est le rapport de force, et en faisant allusion beaucoup plus au résultat de 2022, évidemment, qu'au résultat de 2024. Et il y a un problème de leadership. Parce que qu'est-ce que va faire Raphaël Glucksmann? Mais oui. Il vient d'être élu au Parlement européen. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. En quelques minutes, il passe de la joie d'avoir gagné, je mets des guillemets, en tout cas d'un succès réel, bon score, et puis la prise de conscience qu'il ne va peut-être pas pouvoir capitaliser sur ce succès. La gauche voulait se donner 2 ans et demi pour construire cette union, et là ils ont 6 jours pour le faire, ce qui est un défi colossal. Voilà qui rentrait sans doute aussi dans la réflexion et la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est une évidence. Décision qui a aussi des conséquences pour tout le Parlement. On va en parler tout de suite avec Audrey Vuettaz. Bonsoir Audrey, bienvenue à vous, puisque évidemment l'Assemblée est dissoute, mais qu'en est-il pour le Sénat ? Eh bien, c'est peut-être important de le rappeler, le Sénat, Thomas, ne peut pas être dissous. Donc, il assure la permanence de la représentation nationale pendant cette période d'élection législative. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut siéger et qu'à tout moment, il peut entendre le gouvernement. Mais il y a une coutume républicaine qui veut que le Sénat cesse de siéger jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée. C'est ce qui a été acté il y a quelques minutes. Ça s'est passé en conférence des présidents. La séance a ensuite été ouverte, puis refermée dans la foulée. Jusqu'après les élections législatives, ils se sont donnés jusqu'au 18 juillet. Écoutez. Les travaux seront suspendus, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de débat dans l'hémicycle, il y aura encore des travaux en commission. Les commissions d'enquête, les missions d'information qui, elles, ont des délais contraints, du coup, se poursuivront. Mais sinon, ça sera, on va dire, des travaux très, très allégés pendant cette période électorale. Vous l'avez entendu, pas de séance, pas de questions au gouvernement, mais les travaux en commission continuent, notamment les commissions d'enquête et les missions d'information. La loi leur impose une durée maximale de 6 mois, il n'y a donc pas de temps à perdre. Et actuellement, au Sénat, il y a 3 rapports qui sont très attendus et qui pourraient avoir une influence sur les législatives. Il y a d'abord la commission d'enquête du groupe écologiste portant sur Total Énergie, la commission aussi des finances sur la dégradation des finances publiques, on en a beaucoup parlé, ou encore le rapport du groupe socialiste sur les ingérences étrangères. Et puis je rajoute une petite info qu'on nous a donnée en coulisses aussi, ce calendrier allégé va permettre aux sénateurs d'aller faire campagne, même s'ils restent sénateurs, bien évidemment. Comme on est sur une campagne express, il faut mettre toutes les forces dans la bataille. Et puis on rappelle ce qu'il en est pour l'Assemblée. Alors là-bas, tout s'arrête, même les textes et les commissions qui étaient déjà engagées. Écoutez. Il y a 2 schémas. Il y a des schémas de textes qui ont été... ceux qui sont déposés sur le bureau du Sénat ne sont pas caducs, mais ceux qui sont déposés sur le bureau de l'Assemblée le sont effectivement. On verra après, une fois les élections passées, ce que souhaite faire le président de la République avec son Premier ministre en termes d'ordre du jour et la priorité des sujets à laquelle il voudra se consacrer. Un petit point sur les textes caducs, justement. Le projet de loi sur la fin de vie, il avait pourtant été discuté pendant 2 semaines, c'est fini. Il faudra redéposer un tout nouveau texte et tout recommencer de zéro. Coup d'arrêt aussi pour le projet de fusion de l'audiovisuel public et pour 2 commissions d'enquête, notamment, il y en a d'autres, celle sur la violence dans le cinéma et sur la protection de l'enfance. Thomas. Merci beaucoup Audrey Vuettaz pour toutes ces informations. Paul Cassias, ça veut dire qu'il va falloir repartir à zéro sur certains, ce que disait Audrey à l'instant, sur certains textes aussi important qu'on demandait autant de travail que par exemple la fin de vie? Oui, tout est rendu caduc par la dissolution. Tous les travaux qui n'ont pas été achevés à hier doivent être repris, le cas échéant si la future majorité et le président de la République le souhaitent. Oui. Ça vaut aussi pour les contrats des collaborateurs parlementaires qui se sont arrêtés hier, net, pour les 577 députés. Ça vaut aussi pour les commissions. On parlait des commissions du Sénat qui perdurent. Les commissions d'enquête à l'Assemblée n'ont plus lieu d'être. Et donc, il ne se passe plus rien à l'Assemblée nationale. Sans parler, par exemple, l'hypothèse d'une majorité Rassemblement national, évidemment. Bon, tous ces textes passent à la trappe, notamment, je pense à la Corse. Tout le processus qui a été lancé en Corse d'autonomie, c'est absolument pas dans le programme du Rassemblement national. C'est aussi des questions qu'on se pose là-bas sur l'île. Mathieu, je voudrais qu'on revienne, parce qu'il nous reste quelques minutes, sur la décision du président de la République. Et est-ce que ça dit finalement de la fin de ce quinquennat, second quinquennat d'Emmanuel Macron? Évidemment, ça vous a d'abord surpris, cette décision. Oui, car c'est une décision, on en a parlé, surprenante. Et pourtant, au soir d'un résultat qui n'avait rien d'une surprise, parce que le résultat était plutôt conforme à ce que donnaient les instituts de sondage. Alors la dissolution, je le disais aussi, ça fait 2 ans qu'on en parle, mais personne ne l'avait vu venir aussitôt. J'ai
j'ai envie de dire, idiots que nous étions d'avoir pris pour argent comptant la parole présidentielle. Parce que à élection européenne, conclusion européenne avait dédramatisé Emmanuel Macron. Je l'ai cité au moins 3-4 fois cette phrase. Un mois seulement. Hein. Et puis, quand le désordre parlementaire qu'il invoquait hier pour justifier son geste, cela nous oblige à trouver des compromis et c'est une bonne chose. C'était encore il y a un mois seulement. Alors on avait oublié peut-être un peu vite que le macronisme est un opportunisme fait de vérités successives et de quelques mensonges éhontés. Un opportunisme culotté même, hein, pour la petite histoire. Tiens, hier soir, l'entourage du président confiait sans rire à quelques journalistes qu'Emmanuel Macron avait agi en grand admirateur de Pierre Mendès France, l'homme qui avait érigé en principe éthique inaliénable, évidemment, de dire la vérité aux Français. Mais est-ce que c'est un pari qui peut marcher? Alors nous serons dans un mois, si ce coup de poker inattendu va payer. Après tout, même si de nombreux députés, la majorité, se mordaient les lèvres de peur hier à l'idée d'être envoyés au casse-pipe, alors rien ne dit, et on l'a vu dans les sondages, que le RN décrochera à lui tout seul une majorité le 7 juillet. Mais cet énième salto de notre président contorsionniste ne doit pas occulter le fait que le scrutin d'hier a fait résonner les premiers accords d'un requiem. Premiers accords d'un requiem. Requiem, le mot est très fort. Pourquoi vous l'avez choisi? C'est celui du macronisme et de sa promesse originelle, en fait, hein, formulée au soir de sa première élection en 2017, tout le monde s'en souvient, celle de tout faire pour que les Français n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. On connaît la suite. Le RN est aujourd'hui aux portes du pouvoir et peut-être bientôt au pouvoir. Jamais il n'a été aussi haut, jamais il n'a été aussi implanté, et je le disais tout à l'heure, jamais il n'avait conquis autant d'électorats qui, jusqu'à l'heure, lui résistaient. Alors si Emmanuel Macron n'est évidemment pas seul responsable de la flambée nationale et populiste qui se propage ailleurs en Europe, hein, on l'a dit, force est de constater que non seulement il a échoué à la contrecarrer, mais qu'il a largement contribué à l'alimenter. Comment l'a-t-il alimenté? Alors d'abord en installant le duel avec l'extrême droite pour mieux écraser toute concurrence, ce qui a eu pour effet de respectabiliser, voire de stariser ses adversaires. On l'a encore vu dans cette campagne avec le débat, vous vous souvenez, Gabriel Attal, Jordan Bardella, et la proposition de débat Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Ensuite, en nous jouant ad nauseam la partition du moi ou le chaos, au point que les Français, ils sont comme les villageois dans la fable du berger qui crie au loup, hein, ils ont fini par ne plus l'écouter. Et puis enfin, en cédant aux sirènes pourtant éculées de la triangulation pour tenter de couper l'herbe sous le pied du RN, mais en se droitisant toujours plus et parfois à l'extrême, on l'a vu sur le dossier immigration, il n'a fait que lui servir un peu plus la soupe au repas suivant. Et hier, c'était carrément fromage et dessert avec une victoire sur un plateau et une dissolution dans la foulée, cette même dissolution que Jordan Bardella lui réclamait sans y croire, car ne nous y trompons pas, prendre le risque de voir le RN s'installer à Matignon, c'est l'inscrire dans le jeu mécanique de l'alternance. Cela revient au fond à dire aux Français qu'après tout, ce ne serait pas si grave. C'est parachever une dédiabolisation dont même le RN n'osait pas rêver. Et donc, merci Mathieu. Et dans cette perspective, cette information qui nous parvient de nos confrères de l'agence France Presse en cette fin d'après-midi, Jordan Bardella qui tend la main aux Républicains. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie de la phrase, tend la main aux Républicains, après avoir eu des discussions avec certains de leurs cadres. Marc Lazare, c'est l'autre clarification qu'on attend pour les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines. Oui, ça je pense que c'est très important parce qu'on va voir quelle est la stratégie du RN. Est-ce que c'est la stratégie classique de Marine Le Pen, c'est-à-dire pas d'accord avec la droite classique, ou celle de Bardella qui est inspirée, on le sait, de Giorgia Meloni en Italie. C'est-à-dire de dire aujourd'hui on peut faire l'union des droites, reprenant d'ailleurs une proposition de Marion Maréchal qui apparemment est en discussion actuellement avec... son arrivée au siège du Rassemblement National était ultra médiatisée, nuée de journalistes autour d'elle. Et je pense que ça sera une stratégie qui peut être justement rapportée beaucoup au Rassemblement National parce que je pense qu'un certain nombre de députés LR vont être très intéressés et céder à ces sirènes. Et donc là, on a une configuration différente. C'est un changement si Marine Le Pen l'accepte parce qu'on sentait bien depuis quelque temps qu'il y avait une petite musique sotto voce de Bardella, consistant à dire il y aurait peut-être, il avait dit, rappelez-vous, pour une motion de censure, à l'Assemblée nationale, il a dit les députés LR qui voteront cette motion de censure n'auront pas de concurrence de nos propres candidats. Et donc là, on voit la concrétisation, c'est-à-dire de faire tenter une politique d'union des droites sous hégémonie du Rassemblement national. Et donc ça met sous pression, évidemment, les Républicains. Et là ça va être très important dans la semaine qui s'annonce et dans les 2 semaines ensuite pour la campagne des législatives pour voir quelle va être véritablement la stratégie. Suivie avec beaucoup d'attention actuellement par Giorgia Meloni.
Laurence de Nervaux, pour l'instant, les prises de parole des leaders LR, c'est on y va tout seul, pas d'alliance, quelle qu'elle soit. C'est susceptible de s'effriter, ce discours pour l'instant solide ? On sait qu'effectivement, cette position est fragile. On sait qu'Éric Ciotti, rappelez-vous, dès la primaire des Républicains en 2022, avait annoncé un soutien potentiel à Éric Zemmour. On sait que cette proximité est quand même forte et que la ligne à laquelle tenait François-Xavier Bellamy est aujourd'hui évidemment fragilisée. Mais ce qui risque de se passer, c'est que chacun, en fait, va y aller un petit peu solo et qu'il va y avoir des marchés qui vont se faire individuellement, y compris potentiellement des députés qui vont se présenter sous l'étiquette LR, mais en ayant dealé avec le RN le fait qu'ils pourraient travailler ensemble et donc ne pas avoir de candidat en face d'eux. Voilà, ce genre d'arrangement au cas par cas qui risque de se dessiner. Mais le sort de LR à l'avenir est quand même très très fragile. Je propose qu'on revoie les éléments du sondage Harris Interactive dont je vous parlais tout à l'heure. Premier sondage qui a été réalisé donc ce dimanche soir, juste après le vote, juste après l'annonce évidemment d'Emmanuel Macron de la dissolution. On a d'abord la projection en siège, je crois. Voilà. Alors évidemment, encore une fois, photographie à l'instant T qui ne nous dit pas ce qui va se passer les 30 juin et 7 juillet, mais on a une fourchette, on va dire, de 235 à 265 sièges pour le Rassemblement national. L'hypothèse d'une NUPES qui irait soudée au scrutin, et là encore il y a beaucoup de si autour de ça, qui arriverait en deuxième position, 22% des suffrages, on peut voir en pourcentage de suffrages exprimés, 22% pour la NUPES, 19% pour Renaissance, et le parti LR qui serait à 9%. Paul Cassia, encore une fois, c'est une hypothèse. On peut être dans une configuration de majorité relative, de coalition à créer à l'Assemblée nationale au mois de juillet prochain. Absolument. Tout à l'heure, Mathieu a cité le président de la République de manière imagée. Il a dit ce sera moi ou le chaos. Mais ça peut très bien être moi et le chaos. On ne sait pas. On ne sait pas. La Ve République est un régime extraordinairement solide. Elle l'a montré au cours de ses 70 années d'existence. Mais je vais reprendre ce qu'a dit le président de la République à propos de l'Europe. On parlait des élections européennes, on les a déjà oubliées. Oui. L'Europe peut mourir. Eh bien, la Ve République aussi, à un moment donné, peut mourir, et même mourra. C'est certain. Est-ce que, à force de tirer sur la corde, on n'arrive pas au bout d'un système institutionnel? C'est une question qu'il faut se poser à travers ce qui vient de se passer sous nos yeux. Marc Lazare, il faut rappeler que le principe de la coalition, qui est celui d'ailleurs, vous avez raison, on n'a pas du tout parlé des élections européennes, ça faisait partie de la stratégie d'Emmanuel Macron, on l'a bien compris, mais la coalition, c'est l'essence même du Parlement européen, c'est pas du tout dans la tradition, dans l'histoire politique française. Non, mais on peut imaginer une formule, c'est-à-dire le Rassemblement national a une majorité relative, oui. Une partie des LR soit rentre au gouvernement, soit soutient depuis le Parlement le gouvernement. Ça, c'est tout à fait possible. On n'a pas cette habitude en France, mais la nécessité fera loi au prochain Parlement. On risque d'avoir une fragmentation du Parlement, mais en même temps, il y a cette possibilité, si j'ose dire, il y a une possibilité pour le Rassemblement national de trouver des soutiens au sein des LR. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. On sait qu'il y a une partie des LR, et d'ailleurs, c'est un processus qu'on voit dans toute l'Europe. C'est pas uniquement la France. On voit que toute une partie de la droite traditionnelle est en train de passer soit des accords officiels, en quelque sorte de coalition, dans les systèmes électoraux qui permettent des coalitions, soit d'avoir des mêmes thématiques et donc de se retrouver. On l'a déjà vu au Parlement européen, justement, dans la législature sortante. On a même vu parfois au Parlement français des votes en commun de l'extrême droite et de l'extrême gauche, rappelons-le. Oui, aussi, effectivement. Une autre déclaration de cette journée, c'était ce matin sur RTL. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, vous disiez, Mathieu, tout à l'heure qu'il n'avait pas été consulté avant la prise de décision d'Emmanuel Macron. Il dit un enjeu majeur pour les législatives, pour l'avenir de la France. Je vous redis à quel point aujourd'hui l'enjeu n'est pas de savoir si un tel ou un tel vont occuper telle position, vont occuper telle place. L'enjeu, c'est ce que va devenir, dans les années et les décennies qui viennent, la nation française. Ça va se décider dans 3 semaines. Ne pensons pas que cette élection est une élection comme les autres. C'est, je le redis, une élection dont les conséquences sont d'une gravité sans précédent pour notre nation. Qu'est-ce qui va se passer, Marc Lazare ? Le programme du Rassemblement national, c'est un petit peu un référendum anti ou pour le Rassemblement national auquel on va assister avec Macron.
Oui, mais anti-Macron. Oui, mais peut-être plus Rassemblement national, avec notamment son programme économique, qui sera peut-être au centre des interrogations et des observations. Certainement, mais il y a immédiatement une échéance. C'est la loi de finances. C'est la loi de finances. Déjà, Bercy travaille depuis des semaines sur la loi de finances. Et donc, s'il y a une situation de cohabitation, comment va s'organiser le gouvernement avec un président de la République? Et puis, quand même, on ne l'a pas dit, mais l'image de la France et le rôle de la France à l'issue de cette séquence. Il y a un G7 qui se tient en Italie, d'ailleurs, cette semaine. Cette semaine, là, à partir de... jeudi, je crois. Non, demain. Non, mercredi, pardon. Enfin, peu importe. Et on a un Emmanuel Macron quand même affaibli qui va se présenter au Conseil européen. Et au même moment, d'ailleurs, le gouvernement allemand aussi est en grande difficulté. Donc là, vraiment, il y a tout un contexte... Il y a une forme de dramatisation par Bruno Le Maire. Mais c'est vrai que c'est un contexte extraordinairement sérieux qui est en train de se mettre en place, et avec un président de la République quand même très affaibli, non seulement en France, mais au niveau européen. Alors il y a un chiffre qu'on n'a pas donné, c'est celui de l'abstention, Laurence de Nervaux. Alors finalement, il y a eu plus de participation que prévu. Ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu une telle participation à un scrutin européen. Donc cette analyse, et puis deux, là aussi, puisque finalement ce débat, on se projette tous vers le 30 juin, est-ce que ça peut laisser augurer d'une participation très forte à ces élections législatives? Effectivement, le taux de participation à ce scrutin, ça a été 51,8%. Pas jamais aussi haut, effectivement, depuis 30 ans. Donc ça c'est quand même un récit un petit peu différent de ce qu'on entendait ces dernières semaines. Les élections européennes ont tout de même mobilisé. Mais surtout, maintenant qu'on se projette vers les législatives, on peut se poser la question. Bruno Le Maire vient effectivement de dramatiser en disant c'est un scrutin absolument historique. Emmanuel Macron avait tenté la dramatisation aussi sur l'Europe, en disant l'Europe est mortelle. Est-ce que cette dramatisation va fonctionner, va réellement mobiliser les électeurs? Parce qu'on dit que c'est une participation plus importante, satisfaisante, mais malgré tout, on n'est qu'à peine la moitié du corps électoral, ce qui reste quand même très peu. Alors, est-ce que si on voit une progression de la participation, ce sera 3-4 points, ou est-ce que vraiment on peut imaginer une participation massive avec 10 points, 15 points de plus? C'est un scrutin plus mobilisateur, a priori, déjà par essence législative, ou pas tant que ça? La participation législative de 2022 n'était pas très supérieure. Et donc, si vraiment on avait on observait une mobilisation spectaculaire, là, c'est aussi une grande inconnue, parce que on sait que le camp d'Emmanuel Macron est traditionnellement justement le plus participationniste, celui qui vote déjà. Donc, dans quelle mesure a-t-il, lui, une réserve de voix dans l'abstention, ou dans quelle mesure la réserve est plutôt... Il a une vraie réserve de voix. Si on regarde juste en termes de nombre de voix, Marine Le Pen fait 8 millions de voix au premier tour de la présidentielle. Là, Jordan Bardella fait 7,7 millions. Il est quasiment au taquet. La gauche fait à peu près le score de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, il faisait 9,6 millions de voix à la présidentielle. Là, il en fait 3,5. Où sont passés les 6 millions d'électeurs d'Emmanuel Macron? Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat, et à très bientôt sur Public Sénat.